Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Learning by Doing. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais évoquer un sujet qu'on m'a remonté en off récemment. C'est un retour d'une manager qui voulait un conseil sur ce sujet spécifique. On va parler des absences et des absences prolongées au travail. Comment gérer ça correctement pour éviter que vos collègues, les gens de votre équipe, se sentent un peu isolés et que effectivement il y ait cette période de flottement qui génère un petit peu de frustration au sein de votre équipe. Alors la situation est assez classique, hein. La personne est venue me voir en disant je pars bientôt en congé maternité, j'ai une petite équipe, je voulais savoir qu'est-ce que je peux mettre en place pour m'assurer que ça se passe bien pendant que je ne suis pas là, que les gens sont bien OK avec le nouveau fonctionnement et m'assurer que ça se passe bien aussi avec ma direction puisque je vais plus faire le tampon. En tout cas, c'est plus moi qui va être en front là-dessus, c'est eux potentiellement directement. Comment s'assurer que ça se déroule correctement. Alors, premier point, c'est que c'est un vrai sujet et que effectivement, en général, l'absence prolongée d'un manager dans une organisation, c'est un peu un angle mort. Autant on sait bien se passer les dossiers. En revanche, la partie passation de posture, de qui va jouer le rôle en votre absence, c'est souvent un petit peu plus flou. Et notamment quand on manage quelqu'un de junior, il y a besoin de fixer un cadre, il y a besoin de donner du feedback régulièrement, il y a besoin aussi de une forme de sécurité psychologique, de savoir à qui la personne va pouvoir parler en cas de question, et ça c'est un sujet important. Et effectivement, faut qu'on soit honnête aussi, une absence prolongée, c'est pas juste je donne plus des tâches à faire à la personne. C'est un vide de présence, je suis plus là au contact avec elle, je suis plus là sur le terrain avec elle, il n'y a plus forcément les décisions qui sont prises, il n'y a plus tous ces petits ajustements du quotidien. Donc si on n'anticipe pas, effectivement on peut créer une sensation et une forme d'isolement, un flottement, de l'incertitude, peut-être une lassitude aussi. Et tout ça, ça peut engendrer aussi une forme de surcharge mentale chez la personne, là où les personnes qui constituent votre équipe. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous partager 3 leviers pour bien préparer son absence. Le premier levier, c'est d'avoir une discussion ouverte avec les personnes de votre équipe, de partager les dates de votre absence, forcément les raisons de votre absence, et d'ouvrir la conversation avec des questions très très ouvertes, de bien comprendre en fait, d'inviter la personne à s'exprimer, à exprimer ses inquiétudes, ses besoins, avec des questions du type qu'est-ce qui t'inquiète le plus du fait que je sois absent ou absente, quels sont les sujets sensibles pour toi, les sujets potentiellement flous qu'on aurait besoin de clarifier avant que je parte. Donc ça, c'est les premières questions. Et ce qui est hyper intéressant dans ce format de questions ouvertes, c'est qu'en fait, vous allez faire participer votre équipe au nouveau cadre qui va se créer durant votre absence. Le second point que je trouve super intéressant aussi, c'est de réfléchir à votre remplacement, peut-être pas avec une personne unique, mais avec potentiellement 2 référents. Quelqu'un qui va peut-être vous suppléer sur toute la partie opérationnelle, donc fixation d'objectifs, suivi des deadlines, peut-être briefing très très opérationnel sur vos projets, qui peut être le manager ou la manager d'un autre pôle, peut-être votre manager direct à vous, donc quelqu'un de très opérationnel, et une autre personne qui va être plutôt en charge du suivi, d'être le point de contact privilégié en cas de problème de votre équipe. Donc là encore, ça peut être quelqu'un à votre niveau, un pair qui joue ce rôle-là. Ça peut être aussi quelqu'un de plus transverse dans l'organisation. Je pense à la direction RH, au responsable RH qui vous suit, qui peut jouer ce rôle-là, de maintenir les points individuels régulièrement, de poser des questions de comment ça se passe, d'aider à arbitrer, à prioriser, ou en tout cas d'ouvrir les discussions si jamais il y a des points d'achauffement potentiel, ou en tout cas des points de recalibrage à faire. Donc commencez à envisager cette architecture avec 2 référents. Et enfin, mon troisième conseil, c'est de créer une forme de réunion avec toutes ces parties prenantes pour bien stabiliser le cadre que vous envisagez pendant votre absence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun soit OK avec les rôles et responsabilités qu'ils vont jouer, que les membres de votre équipe ou votre collaborateur puissent poser ces questions, puissent se rassurer aussi sur le fait que le deal est bien clair pour toutes ces personnes-là, que ce soit en termes de bande passante, en termes de disponibilité, en termes de capacité aussi à décider sur ces sujets qui lui sont délégués. Ce qui va créer en fait une forme de cohérence dans le dispositif que vous mettez en œuvre qui va perdurer durant toute
votre absence. Voilà pour mes quelques conseils, mon regard de manager sur ce sujet et de personne qui a accompagné un certain nombre d'équipes. Je pense qu'on est à plus de 4000 aujourd'hui depuis le début de Team Bakery. Ce que je vous propose pour finir, c'est que je suis allé interroger une collègue podcasteuse qui se trouve être DRH, qui s'appelle Alexandra Hamda, qui a un super podcast qui s'appelle Nouveau Prisme. Si vous ne le connaissez pas, je mets le lien en description, vous pouvez aller voir ce qu'elle fait. Et je lui ai posé la question, ça m'intéressait d'avoir un regard complémentaire. Alors ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'il y a une cohérence dans notre réponse. Et son regard aussi de DRH sur ce sujet, puisqu'elle est elle s'intéresse beaucoup au sujet de la parentalité, donc elle est confrontée au quotidien à ce genre de sujet. Je vous laisse avec elle. Hello Alexandra, merci beaucoup de prendre un peu de temps pour nous prodiguer quelques conseils sur ce sujet de comment gérer son congé quand on est manager et notamment quoi mettre en place pour que ça se passe bien avec ton équipe. Je t'ai demandé ton regard de DRH. Alors, il faut savoir que tu es aussi podcasteuse et on va inviter tous les gens qui nous écoutent à aussi s'abonner à Nouveau Prisme, qui est ton podcast. Mais pour revenir au concret, toi, qu'est-ce que tu as vu comme bonne pratique? Qu'est-ce que tu recommandes pour bien gérer ces périodes de congé quand on est manager? Merci Baptiste de m'interroger sur le sujet. Alors je pense que faut déjà décorréler quand on a une grosse ou une petite équipe. Je pense que la taille de l'équipe peut changer. Là, si ta problématique est plutôt une plus petite équipe, déjà dans tous les cas, ce qui est important, c'est ce que je te dis, c'est l'absence de manager. Ça doit pas être une absence de cadre. Donc, faut absolument bien cadrer les choses. J'ai envie de dire que pour moi, il y a 3 objectifs fondamentaux. Il y a des angles morts à ne pas oublier. Pour moi, le premier objectif qui est fondamental, ça peut paraître très basique, ce que je vais dire, mais pour le coup, si déjà ça s'est mis en place, c'est déjà très bien, c'est éviter l'isolement de ton collaborateur. Quand tu vas partir en congé, par exemple en congé maternité, faut que dès le départ, la personne, ton salarié, puis la personne de ton équipe sache à qui il doit se référer, sur quoi et comment. Donc c'est vraiment un sujet de clarification, de vraiment bien donner un cadre quand tu seras parti pour rassurer la personne qui est dans ton équipe. Donc concrètement, si on parle action à mettre en place, c'est nommer un référent clair quand toi, en tant que manager, tu seras absent. Donc idéalement, ce soit quelqu'un qui puisse être disponible et bienveillant. Hein. On va partir de ce corollaire-là, même si c'est pas forcément un manager référé qui aura forcément le temps, mais quelqu'un à qui tu peux poser potentiellement des questions, ou plusieurs personnes à qui tu vas pouvoir poser tes différents sujets qui vont arriver à un moment donné. Donc ça peut être soit un manager de transition, soit un autre manager d'une autre équipe, soit potentiellement quelqu'un qui soit RH, mais de bien identifier à qui tu dois poser tes questions. Ce référent-là, c'est important aussi qu'il y ait toujours des points one-to-one qui soient mis en place, que ton collaborateur se retrouve pas à ton départ pendant plusieurs mois sans point de suivi. Donc ça, c'est important aussi d'avoir quelqu'un qui puisse, peut-être pas toutes les semaines, mais en tout cas toutes les 2-3 semaines, faire des points réguliers de suivi pour aussi toujours rassurer puis répondre aux problématiques et s'assurer que la personne de ton équipe parte pas dans tous les sens, qu'elle se prenne pas une trop grosse charge mentale inutile, ce genre de choses, ou pour l'aider à arbitrer certains sujets. Et l'autre action aussi, dans toujours éviter l'isolement du collaborateur, c'est créer un espèce de guide de fonctionnement, guide de survie. Enfin, survie, ça fait un peu, tu vas être en PLS, mais vraiment une petite bible, j'ai envie de te dire, sur où tu peux trouver tel type d'infos si c'est pas clair, quelles sont tes priorités, quelles décisions tu peux prendre seul et quel sujet tu dois faire valider, sur quel sujet tu dois attendre impérativement un retour, quels sont les rituels qui sont à maintenir, parce que ça peut être des rituels avec d'autres pôles, d'autres départements, ça peut être des rituels, j'en sais rien, avec des clients, des choses comme ça. Donc voilà, que la personne, tu lui aies bien préparé le terrain et qu'elle sache un petit peu ce qu'elle doit faire ou ne pas faire. Ça, pour moi, c'est le premier objectif. Si je continue, le deuxième objectif, donc après éviter l'isolement, c'est vraiment sécuriser sans infantiliser la personne qui est dans ton équipe. Et le mieux, c'est de lui présenter que tu vas t'absenter quelques mois, mais ça va être aussi une opportunité pour la personne de
justement de cranter sur certains sujets, d'être aussi plus autonome, de pouvoir faire ses preuves. Donc, c'est aussi une opportunité pour la personne. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le présenter. Donc, dans tous les cas, avant de partir, il faut impérativement, enfin pas le dernier jour, hein, mais quelques semaines avant le départ, faire des points de passation. Ouais. Justement, et bien expliquer ce que je te disais, ce guide de passation, le présenter, expliquer ce qu'on attend de la personne durant ton absence, toi, en tant que manager. Essayer idéalement d'identifier un petit peu toutes les situations critiques qu'ils pourraient potentiellement rencontrer. Donc, j'ai pas envie de dire noircir le tableau, mais un peu anticiper toutes les situations qui pourraient arriver sur Ouais. quelques mois. Et dans ces cas-là, comment tu peux réagir, tu dois réagir et à qui tu dois t'adresser. Et puis aussi l'encourager à se dire c'est le moment, vas-y, prends des initiatives, montre aussi ce que tu es capable de faire. Enfin, vraiment l'encourager, le Le mettre dans tourner sa dynamique. en opportunité, quoi. Exactement, le présenter vraiment comme ça, que ce soit un challenge dans un cadre, mais un challenge, tu vois, que ce soit OK. vraiment perçu comme ça. Et aussi, lui donner un espèce d'espace d'autonomie progressif. De lui dire, si tu veux prendre des initiatives, lance-toi, mais progressivement, step by step, avec une progressivité et qui est toujours un filet de sécurité en lui disant, et je reviens aux interlocuteurs, dans telle situation, tu peux te référer à telle personne. Donc ça, je pense que c'est aussi important. Et pour le coup, il faut que le manager, pour moi, il anticipe un plan de montée en compétences. Parce que c'est gentil de lui dire, tu sais, c'est comme quand on délègue. Si tu Ouais. lui dis, vas-y, fais ça sans donner d'instructions et en lui disant pas ce que tu attends, forcément, la délégation va mal se passer. Maintenant, c'est pareil pour moi. Si tu dis, prends des initiatives sans pour autant le transposer dans un plan de montée en compétences que tu lui présentes avant, il risque de se passer tout et n'importe quoi. Donc, il faut aussi, ce que je dis, autonome, mais dans un cadre. Il Ouais. faut bien poser ce cadre-là. Peut-être préciser les zones d'investigation, a priori, pour Ouais, éviter que ça parte dans tous les sens. exactement. Premier objectif, éviter l'isolement. Deuxième, sécuriser sans infantiliser et le présenter comme une opportunité, un challenge. Et puis le troisième objectif, c'est ok, t'es manager, t'es pas encore parti, mais prépare déjà ton retour. Ouais. Et ça, c'est important qu'il y ait une phase de re-onboarding quand tu reviens et d'anticiper la frustration que pourra rencontrer les personnes de ton équipe, qui est vraiment des phases tampons de passation, et de voir comment la personne elle a pu cranter et peut-être voir ses objectifs, potentiellement son périmètre, etc. en fonction de ce qui aura été fait. Pour justement anticiper un petit peu tout ce qui va être crispation. Donc c'est vraiment présenter ça. Important, c'est le cadre, toujours, que la personne ait les bons relais et le présenter comme une opportunité plutôt que ça va être galère, je vais pas être là pendant 3 mois et bon courage, allez, salut. Enfin, c'est pas le but, quoi. Ça, c'est vraiment mes 3 conseils. Ensuite, c'est plus des angles morts, j'ai envie de dire. C'est souvent des choses qu'on peut oublier. C'est, même si c'est une petite équipe et qu'il n'y a qu'une ou deux personnes dans ton équipe quand tu es manager, il n'y a pas que l'équipe. Tu as aussi tout l'écosystème autour de l'équipe. Et ça, on a tendance à l'oublier. Donc, même si tu es tout seul, il ne faut pas oublier qu'il y a un collectif et que tu dois bien expliquer aussi au collectif que toi, en tant que manager, tu vas partir. Et de le sensibiliser sur le rôle que va avoir les personnes dans ton équipe durant ton absence. Ça apporte une légitimité, ça peut paraître tout bête, on n'y pense pas, mais en termes de com, c'est hyper important. Et du coup, ça va impliquer potentiellement, tu vois, la RH, bon, normalement, elle sait que tu pars en congé mat, sinon c'est qu'il y a un souci, mais tu vois, d'avoir aussi qu'il y ait des personnes, les personnes référentes et vraiment des points de vigilance et que tout le monde soit sensibilisé au fait que les personnes de ton équipe vont peut-être être plus laissées en autonomie, Ouais, vous même leur si demandez des infos, vont être plus exactement. sensibles, quoi. Donc, et expliquer, oui, si telle personne, par exemple, elle me remplace au CODIR pendant mon absence, j'en sais rien si le manager est au CODIR, Ouais. que les autres personnes du CODIR ne s'étonnent pas de ce sujet et bien en tête que la personne a été briefée sur des sujets, je sais pas, de confidentialité ou autre. Donc ça, c'est vraiment un angle mort qu'il faut bien avoir en tête.
Et aussi, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est la charge mentale du collaborateur. Qui, durant ton absence, c'est de bien le rassurer de tu vas pas lui demander de faire ton boulot à ta place, c'est pas le but, que oui, il y aura peut-être des boulettes de fête, mais en même temps, qui ne fait jamais de boulettes? Donc un peu le faire redescendre, tu vois, en pression, Ok. et lui dire, en gros, tu vas pas me remplacer, mais c'est juste qu'on s'assure qu'il y ait une continuité sur les sujets clés à ce niveau-là, avec une passation opérationnelle et lui dire dans tous les cas, tu auras tes référents, etc. Mais voilà, que la personne ne se mette pas trop une pression qui soit inutile parce qu'il ne joue pas non plus Ok. sa vie, quoi. Donc voilà en quelques mots, en tout cas, les conseils de base que je donnerais pour en tout cas préparer le départ en congé maternité complètement, pour que ce soit complètement serein pour le manager, mais aussi pour les équipes et tout l'écosystème qui est autour. Merci beaucoup, Alexandra. C'est super clair. Je t'en prie. Ce qui est rassurant, je pense, et pour moi et pour les gens qui écoutent, c'est qu'il y a une grande cohérence avec quelques conseils que j'ai donnés Ah bah juste écoute, avant qu'on s'appelle. Donc ça, c'est chouette. Ça veut dire qu'on doit être dans le vrai. Je te souhaite une très bonne fin d'après-midi et puis à très vite. merci Baptiste. Il y a un épisode ensemble qui arrive très très bientôt. Donc, C'est il y a parfait. tout le monde de s'abonner, d'aller faire un tour aussi sur ton podcast. Nouveau Prisme. Tout à fait. Merci Baptiste, à bientôt. Il me reste à remercier à nouveau Alexandra pour ses précieux insights. C'est super utile d'avoir un regard opérationnel et RH sur ce sujet-là. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre une petite note sur votre appli de podcast ou sur YouTube. Vous pouvez mettre un pouce en l'air pour nous dire que vous avez aimé. Laissez-nous aussi un commentaire. Moi, je lis tout et ça m'aide vraiment beaucoup à améliorer ces différents formats. Donc, n'hésitez pas. Si jamais vous aussi, vous avez des questions sur l'animation de votre équipe, n'hésitez pas et vous trouverez, je pense, le lien vers mon email pas trop loin dans la description de cet épisode-là. N'hésitez pas à soumettre vos questions. Je prendrai le temps de toute façon de vous répondre. Et si c'est intéressant, si vous êtes OK, on pourra en faire un nouvel épisode de Learning by Doing. Voilà, il me reste à vous souhaiter une très bonne suite et fin de journée. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Learning by Doing. À bientôt.